Bonjour, c'est Mario Labrec, courtier immobilier chez Remax Accès. Donc, je fais un petit podcast aujourd'hui. Je pense que c'est mon deuxième ou troisième que je fais au niveau courtier, au niveau courtage. Et je fais ça, je tiens à le préciser, là, je fais ça pour m'amuser. Hein. Je m'amuse en placotant, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être pas méchant, pas pour le fun. C'est quelque chose que je pense que les gens peuvent interagir aussi. Et éventuellement, on va y aller aussi en podcast, en live streaming, là, soit des Facebook Live ou sur YouTube Live. Exactement. Je pense qu'on va virer là, probablement en 2022. On va s'en aller là. Donc, je voulais vous placoter un petit peu du marché. C'est l'heure des bilans. Je voulais vous parler un petit peu du marché qu'on a eu en 2021. C'est pas évident. Souvent, les gens vont dire « Ah, hey, c'est bon pour les courtiers de ce temps-ci, c'est épouvantable, hein, vous vendez. » Effectivement, quand on a quelque chose à vendre, on vend, mais le problème, c'est d'en avoir à vendre. Et c'est là qui est le problème en 2021. Moi, ce que j'avais vu quand la COVID est arrivée là, en 2020, j'avais dit c'est pas cette année qu'on va avoir des problèmes, ça va être l'année prochaine. Puis ça a tombé drôle parce que j'ai eu raison finalement. Ben, c'est pas des problèmes en tant que tels. Par contre, le marché étant ce qu'il est, je vous dirais que c'est facile de vendre une propriété à bon prix présentement et facile dans le sens que il y a des acheteurs, il y a plusieurs acheteurs et on doit quand même faire la job parce que les gens sont de plus en plus demandants, sont de plus en plus exigeants au niveau service, au niveau connaissance aussi. Ils veulent faire affaire avec un courtier, oui, mais ils veulent avoir les bonnes informations. Ils veulent que le courtier soit au courant du marché, qu'il soit bon négociateur, qu'il soit capable de faire plein de choses en même temps. Et je pense que c'est ce qu'il faut leur donner aussi aux clients. Il faut livrer la marchandise, il faut connaître le produit et constamment se renouveler, constamment se mettre à jour au niveau de l'information, au niveau de la loi, au niveau des procédures, les formulaires qui changent. Donc, c'est vraiment une job à temps plein, là, je vous dirais. C'est quelqu'un qui fait ça à temps partiel, je pense qu'il ne sera pas capable de faire une bonne job. C'est mon opinion, ça, également, là, mais sauf qu'il y a beaucoup d'ouvrages à ce niveau-là. Pour revenir au marché, le marché, il est très bon au niveau des acheteurs. Il y a beaucoup d'acheteurs. Donc, comme vendeur, le marché est bon parce que quand il y a pas beaucoup de propriétés à vendre et qu'il y a des acheteurs, ben ça se reflète souvent sur le prix. Le nombre d'acheteurs est plus élevé que le nombre de vendeurs, fait que ça fait que le marché est très bon. En même temps, ce marché-là, il est difficile parce que les acheteurs vont se présenter sur une même propriété. Ils sont plusieurs à convoiter la même propriété. Ils vont faire plusieurs offres. Ils vont faire plusieurs promesses d'achat sur des propriétés. Plusieurs en même temps se présentent pour la même propriété. C'est pas facile de s'ajuster à ça. Puis c'est pas facile non plus comme acheteur d'avoir des défaites à répétition. Parce que c'est une défaite, faire une offre d'achat aujourd'hui puis ne pas être accepté, ben c'est une défaite, on peut dire ça comme ça. Je pense que c'est peut-être plus difficile de faire accepter des promesses d'achat présentement. Toutes les conditions, de toute façon, idéalement, pour un acheteur, ça sera toujours financement, inspection, la condition. Éventuellement, on parle de rendre obligatoire l'inspection. Une inspection, ce n'est pas une évaluation. Ne pas confondre. La banque pourrait envoyer un évaluateur. Pour le client, une inspection, c'est vraiment de vérifier l'état de la propriété, prendre une photo à la journée même où l'inspecteur se présente à la maison, puis voir tout ce qu'on peut voir d'un œil attentif. Okay? Ça veut dire, je sais pas, on fait le tour de la propriété, on découvre des fissures de solage par l'extérieur. On va aller voir par l'intérieur pour voir également s'il y a des infiltrations d'eau, si on a des signes de moisissure, d'humidité. Fait que ça, c'est un exemple là, d'un inspecteur qui va se promener pendant 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures dans la propriété, à prendre des notes, prendre des photos, faire des petits tests, avoir des petits appareils pour justement être capable de déceler les problèmes éventuels de la propriété. On a souvent ces conditions-là dans la promesse d'achat, l'inspection, le financement. Je vous dirais que la plupart du temps, c'est ça. Mais il y a quand même des gens qui, pour avoir la propriété, pour être acceptés au niveau de leur promesse d'achat, vont faire sauter ce qu'on appelle la clause exemple de l'inspection. Ils vont dire, ben moi j'achète, je fais mon emprunt, je suis déjà préapprouvé et voici ma lettre de banque et puis je ne fais pas inspecter. Donc, cette condition-là n'est pas là. C'est
une embûche de moins pour le vendeur. Quoique, aujourd'hui, l'inspection, elle est bonne des deux côtés. Elle est bonne pour l'acheteur, puis elle est bonne pour le vendeur également. Pourquoi? Parce que l'inspection, quand elle est faite, bien, tout ce qui est dans l'inspection, le vendeur, il n'y a pas de garantie à donner là-dessus. Pourquoi? Parce que le client était au courant. Ça ne peut pas être un vice caché. Tout ce qui est révélé dans l'inspection, tout ce que l'inspecteur va mentionner qui devrait être vérifié de plus en profondeur, ben ça devient la responsabilité de l'acheteur. Et il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant qu'il y avait un problème ou qu'il y avait un éventuel problème si l'inspecteur a mentionné dans son rapport qu'il y avait peut-être un problème ou qu'il y a un problème. Devoir aller plus loin dans l'expertise. Fait que ça vient protéger le vendeur également, cette inspection-là. Pour ça, tout ce qui est dans l'inspection devient, je vous dirais, comme sans garantie. Il faut faire attention, il y a toujours des exceptions, toujours des règles, là, mais c'est vraiment, selon ce que moi j'en comprends et de ce que j'en vois comme expérience, ben ça diminue la garantie. Tout ce qui est dans l'inspection fait en sorte que la garantie légale sur le bien en est diminuée, tout ce qui est déclaré dans l'inspection. Donc, la première chose qu'on fait quand on a quelqu'un, un acheteur qui va appeler notre vendeur puis qui va dire « Hey, il y a un problème avec une fissure de solage, puis c'est un vice caché, tout ça. » La première chose qu'on fait quand on a un problème comme ça, c'est qu'on va demander à l'acheteur de fournir son rapport, une copie de son rapport d'inspection. Pourquoi? Pour simplement voir s'il y avait une mention de cette fissure-là par l'inspecteur ou quelque autre mention qui pourrait faire en sorte que l'acheteur ne pourrait pas dire qu'il n'était pas au courant. Donc, automatiquement, si c'est dans le rapport d'inspection qu'il y a une fissure, ben, il n'y en a pas de garantie sur sa fissure parce qu'elle était là, elle était visible. La preuve, c'est que vous l'aviez dans votre rapport d'inspection. Vous n'en avez pas tenu compte, vous ne l'avez pas regardé, vous ne l'avez pas vu, ça ne vous dérangeait pas. L'important, c'était d'acheter une maison. Ben, il faut faire attention. Ce qui est dans le rapport se vire contre vous comme acheteur parce que vous devez savoir ce qui est dans le rapport. Donc, vous devez lire le rapport quand il sort. Vous devez en prendre connaissance puis poser des questions à l'inspecteur s'il y a lieu. Puis, expertise supplémentaire s'il y a lieu également. Donc, l'inspecteur qui va dire, panneau électrique semble peut-être désuet, il y a peut-être certaines anomalies que je dénote, mais ça va prendre un maître électricien pour aller voir plus loin. Ben, si vous ne le faites pas, c'est votre problème comme acheteur ensuite. On vous a averti, on vous a dit qu'il y avait peut-être des problèmes, puis vous avez dit, je m'en fous, j'achète pareil, moi, je veux l'avoir parce que là, on est plusieurs à vouloir l'avoir, fait que je n'en tiendrai pas compte de ça, puis je m'en fous. Puis 2 mois après, finalement, là, c'est un problème finalement de 8 000 $ que ça coûte. Et là, vous dites, là, avoir su que c'était 8 000, j'aurais été plus loin. Là, vous appelez le vendeur, puis vous lui expliquez ça, puis vous essayez de le faire payer. S'il n'est pas coopératif, parce que c'est sûr qu'il y a des vendeurs qui vont quand même coopérer dans certains cas, mais, règle générale, si ça a été divulgué, si c'est dans le rapport, écoutez, moi, je ne peux pas faire autrement que de lui conseiller de dire que c'était dans le rapport, donc c'était connu, et il n'y aura pas grand-chose à faire contre le vendeur à ce moment-là, selon moi. Oui, le marché est bon. Oui, les acheteurs prennent peut-être plus de risques quand ils font une promesse d'achat. La promesse d'achat, elle est souvent toute conditionnelle, bien comme il faut, mais au fur et à mesure que leur expérience avance, puis ils voient la date avancer, ils voient qu'ils ne trouvent pas de maison, ils deviennent un peu découragés, ils vont faire sauter justement des conditions pour en venir à finalement se faire accepter leur promesse d'achat par un vendeur. Mais à quel prix on va faire sauter les conditions, c'est l'avenir qui va leur dire tout simplement là, si on fait un bon choix ou pas. Mais moi, je pense que c'est pas quelque chose qu'il faudrait prendre à la légère puis d'être à la course si on ne connaît pas la construction, si on ne connaît pas pas les méthodes, mais les matériaux, si on ne connaît pas les dessous de la construction. Donc, si on enlève les conditions, si on enlève la possibilité de se référer à des professionnels, on ne peut pas chialer après pour dire qu'on s'est fait avoir par le vendeur, qu'on s'est fait... Parce que souvent, le vendeur n'était pas au courant non plus. Là. Il y a plein de propriétés qu'on vend qu'on le sait que le vendeur n'était pas au courant. Il y en a qu'on sait que le vendeur probablement a caché l'information, mais d'autres là, qu'on sait très bien que les gens n'étaient pas au courant du problème, puis c'est tout. Mais la garantie, elle est là, sauf si vous y avez renoncé comme acheteur. Donc, la vente est faite sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Ça fait partie justement du risque
à ce niveau-là. Fait que oui, ça se retrouve parfois sur des promesses d'achat présentement, dans des promesses d'achat présentement. Donc, pas d'inspection, vendu sans garantie de qualité au risque et péril de l'acheteur. Ça fait partie présentement du travail qu'on fait cette année pour que les acheteurs finissent par avoir une promesse d'achat qui est acceptée. C'est plus difficile, c'est plus compliqué et c'est souvent laborieux. Ça coûte plus cher parce que, bon, pour avoir la propriété, ils vont donner un prix beaucoup plus cher, beaucoup plus élevé en pensant que peut-être que les autres qui sont là ont donné un prix élevé. Il faut faire attention là encore parce que c'est pas parce qu'il y a d'autres offres d'achat qu'ils ont nécessairement donné plus cher que le prix qui est demandé. Et l'offre d'achat qui est là avant vous ou en même temps que vous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. On ne sait pas si elle est plus élevée, moins élevée. Ça peut être une offre 50 000 en bas de la vôtre, mais on ne le sait pas. Fait que c'est toujours un coup de dé, c'est toujours un coup de chance à ce niveau-là, mais il faut juste travailler dans le sens de dire, ben, est-ce que moi, là, avoir regardé des maisons comme j'ai regardé depuis un certain temps, est-ce que je serais à l'aise de payer tel prix pour cette maison-là, vu qu'il n'y en a pas sur le marché? 2021, le problème qu'on a, c'est les maisons qu'on n'a pas à vendre, c'est les propriétés qui sont rares, et ça s'explique, encore là, c'est selon moi, et ça s'explique tout simplement parce que les vendeurs qui sont plus âgés, les personnes âgées, ont décidé de ne pas vendre leur propriété et de demeurer dans leur maison. Et remarquez que je ferais pareil, là. La situation fait en sorte que les gens n'ont pas le goût de s'en aller en résidence de personnes âgées, ils n'ont pas le goût de s'en aller en CHSLD non plus, parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire enfermer, confiner, appelez ça comme vous voulez, dans leur espace, qu'ils n'auront pas le droit de sortir. À l'heure qu'il est, au moment où je vous parle présentement, les CHSLD, les gens n'ont pas le droit de sortir. Donc, les familles qui voulaient aller chercher leur père, leur mère, ou peu importe la tante, pour le temps des fêtes, disaient, ben, venez passer une semaine chez nous, venez passer 3 jours chez nous, 2 jours, peu importe, ben, ils n'ont pas le droit. C'est tout simplement interdit de sortir du CHSLD. Fait que c'est sûr que quand vous voyez ça ou que vous avez de la famille qui est dans un CHSLD, puis que, comme personne âgée, vous parlez à votre sœur qui dit « Ben moi, je peux même pas aller chez ma fille, je peux même pas aller chez vous, je peux même pas aller te voir, j'ai pas le droit de sortir. » Ça donne pas le goût de mettre votre maison à vendre puis de peut-être subir le même sort dans quelques mois. Fait que c'est sûr que toutes ces maisons-là qui ne sont pas sur le marché présentement, puis c'est comme je dis depuis le début, c'est mon opinion personnelle, je pense que c'est dû à ça. Et tous les gens âgés, à peu près, n'ont aucun intérêt présentement d'aller dans des résidences de personnes âgées ou des CHSLD pour cette raison-là. Ils ne veulent pas subir de problèmes tels que de se faire enfermer ou de ne pas avoir la possibilité de sortir. Puis en plus, ils n'ont pas d'activité. Les activités sont coupées à l'intérieur à cause de la COVID, à cause de la situation. Fait que c'est sûr que ces gens-là, il y a mieux rester dans leur maison, peut-être payer pour faire des travaux à l'extérieur, l'entretien à l'intérieur, tout ça. Peut-être payer plus de gens plus jeunes qui vont travailler, des ouvriers qui vont aller travailler dans leur maison pour les aider. Ils vont peut-être être intéressés de les payer plus que c'était avant. Parce qu'avant, le problème qu'il y avait souvent, c'est que les personnes âgées ne sont pas intéressées de payer pour faire l'entretien de la maison. C'est une dépense qu'ils ne voient pas nécessaire et qui se disent bien souvent, je suis capable, je vais le faire, je vais les nettoyer, les gouttières. Et là, il arrive qu'est-ce qui devait arriver. L'échelle tombe, ils sont mal placés, peu importe, ils tombent en bas, se cassent une hanche, une jambe, peu importe. Là. Et c'est ça. Après ça, ils s'aperçoivent qu'il aurait peut-être dû vendre et s'en aller en résidence, justement. Ou autre, là, il y a beaucoup de bigénérations qui se font présentement aussi. C'est une autre avenue qui est très intéressante là, au lieu des CHSLD puis des résidences de personnes âgées. Mais bon, le marché étant ce qu'il est, ben, ça fait en sorte que les personnes âgées ne veulent pas sortir de leur maison, veulent garder leur maison, veulent continuer à rester chez eux. Ben, ça coupe cette possibilité-là pour nos acheteurs d'avoir des propriétés. Présentement, dans la région de Québec, on est habitué, je pense, à au-dessus de 4000 inscriptions actives. Puis je pense qu'on est aux alentours de 2000, là, vite comme ça. Là. Je sais pas des chiffres exacts, là, mais la réalité est à peu près ça. C'est la moitié quasiment des inscriptions qu'on a présentement que ce qu'on est habitué d'avoir. Fait que c'est sûr que
Puis les acheteurs, c'est à peu près le même nombre. Le nombre d'acheteurs est à peu près semblable à ce qu'on avait avant pandémie. Fait que c'est ça qui est le problème. C'est ça qui vient créer l'offre et la demande, la rareté du produit. Bien, c'est à cause de ça que les prix augmentent. Même si on est obligé de suivre des formations obligatoires en rapport avec justement là, l'offre et la demande, le fait que les prix ont monté, le fait qu'il y ait de la surenchère. Et certains médias ont même dit que c'était quasiment causé par les courtiers, que c'était un petit peu orchestré par les courtiers, tout ça. On n'a rien à voir là-dedans. C'est l'offre et la demande. Plus il y a de maisons à vendre, moins le prix va être haut. Puis, moins il y a de maisons à vendre, bien, plus le prix va être haut. Et quand les acheteurs sont là, ça s'arrache. Peu importe, prenez n'importe quel produit, amenez cette règle-là. L'offre et la demande, ça existe depuis que le monde est monde, comme aurait dit ma mère. Mais c'est ça. Quand il n'y en a pas, ben les masques, ça a été pareil. Peu importe que c'est. Tu sais, les papiers de toilette, pas l'année passée, mais il y a 2 ans, quand la panique a pogné, les gens pensaient qu'elle allait manquer de papier de toilette. Qu'est-ce que ça a fait? Ça s'est rué pour acheter du papier de toilette. Le prix du papier de toilette a monté. Et c'était devenu une denrée rare, les papiers de toilette. Ben, imaginez. Fait que c'est un peu pareil au niveau immobilier. Ben, les maisons sont rares, fait que le prix devient plus haut. Hey, on parle de 10, 15, 20 20 quelques pourcents d'augmentation par rapport à l'année passée. Puis même chose l'année passée par rapport à l'autre année d'avant. Fait qu'on est rendu là. Ça a augmenté énormément comme prix. Le danger de ça, est-ce que quand les gens âgés vont mettre leur propriété en vente, est-ce que ça va créer l'effet inverse? Est-ce que ça va amener trop de produits versus le nombre d'acheteurs? On ne le sait pas. On ne sait pas non plus à quel rythme les personnes âgées vont mettre leur propriété en vente quand ça va arrêter à un moment donné, la COVID et tout ça. Ça n'arrêtera pas. On va être pris, je pense, tout le temps avec le virus. Il va falloir s'habituer, puis il va falloir vivre avec ce virus-là, tout simplement. Mais il reste que, est-ce que les gens, les personnes âgées vont décider du jour au lendemain, tous ensemble, de mettre leur propriété en vente? À ce niveau-là, je pense pas. Il va y avoir un petit peu comme la population en général, des gens plus braves que d'autres. Fait que les premiers plus braves vont dire, ben wow, oui, c'est passé, on est correct, là, c'est pas grave, on va s'en aller en résidence ou en CHSLD, puis on met notre maison en vente. Et il y en a d'autres qui, à l'inverse, vont attendre un petit peu, vont prendre un petit peu leur temps pour mettre en vente, puis ils ont un petit peu plus peureux, autrement dit, que les premiers. Fait que je pense que ça va étaler justement la mise en marché de maisons, puis ça devrait garder le cap. Moi, je pense qu'on va arrêter d'augmenter parce qu'à un moment donné, c'est bien beau augmenter la valeur, là. Et oui, les gens en veulent, mais il va y avoir un paiement de rattaché à ça, puis il va y avoir une hypothèque de rattaché à ça, il va y avoir un taux d'intérêt de rattaché à ça également. Le taux d'intérêt, on commence à en parler, il devrait monter un petit peu. Personnellement, je ne crois pas qu'il va monter énormément parce que ça va créer un problème épouvantable. Y compris, je fais souvent des farces avec ça, mais y compris le Québec. Je dis tout le temps, si les taux d'intérêt se ramassaient à 8 ben oui, il y aurait beaucoup de gens qui iraient porter les clés à la banque, mais je pense que le Québec aussi donnerait les clés à quelqu'un, puis possiblement le Canada aussi. Fait que, dans le sens que je pense qu'on n'aura pas les moyens d'affronter une nouvelle crise s'il y avait une crise. Je pense qu'on aurait vraiment de sérieux problèmes au niveau Québec, province, et au niveau pays, Canada. Donc, je pense qu'on n'est pas en mesure de prendre une grosse perte éventuellement s'il arrivait quelque chose. Et je ne sais pas, c'est une opinion que je lance comme ça puis que je crois. Mais selon moi, les taux d'intérêt ne monteront pas. Oui, ils peuvent monter d'1%. Il va sûrement avoir une hausse pour calmer le monde. Mais je ne crois pas que ça va monter à 8, 10, puis même, ça s'est déjà vu à 20 quelques pourcents, 20, 21%. Moi, je me souviens, dans les années 80, j'étais pas vieux, mais on en entendait parler, puis on voyait plein de pancartes à vendre partout, des reprises de finances, des faillites. C'était épouvantable. Les gens, imaginez, là, faites le calcul, allez prendre une calculatrice immobilière, puis prenez votre hypothèque que vous avez aujourd'hui, là, si vous devez, mettons, 250 000, prenez 250 000 et mettez ça, faites un test à 5 à 8 à 10 à 15 puis à 20. Vous allez voir que vous allez y penser plusieurs fois avant de dire oui, on s'embarque puis on pense que ça ne montera pas. Il faut faire attention. Je ne suis pas là à dire il faut attendre, il ne faut pas acheter. Non. Il
faut juste prendre en considération les moyens qu'on a. Si le taux d'intérêt bouge un peu, est-ce qu'on va être obligé de remettre les clés parce que le taux d'intérêt va avoir bougé d'un demi-pourcent ou d'1%? Ben, c'est peut-être là qu'il faut faire attention, plus comme acheteur. Comme vendeur, ben, c'est sûr que on dit toujours c'est le temps de vendre, c'est le temps de vendre. Oui, ça l'est le temps de vendre parce qu'il y a des acheteurs de prêt, il y a des acheteurs qui sont prêts à payer le prix, il y a des acheteurs qui sont prêts à payer le prix, mais sans faire même inspecter. De là, il faut être bien conseillé, un courtier. Oui, les gens disent c'est facile de vendre aujourd'hui, mettez une pancarte puis vous allez vendre. Oui, effectivement, vous allez vendre. Mais avec un courtier, vous allez possiblement vendre avec une surenchère le fait que vous êtes sur le marché des courtiers. Pas à cause des courtiers, parce qu'il y a plusieurs acheteurs en même temps qui vont se présenter chez vous pour acheter votre maison. Ils vont se l'arracher et ils vont faire une promesse d'achat en conséquence de ne pas la perdre. Donc, ils vont probablement surenchérir. Ça dépend toujours de la maison, ça dépend toujours du secteur, ça dépend toujours de la circonstance. Mais présentement, le marché est très favorable à ça. Donc, c'est sûr que si vous mettez votre pancarte en avant, vous vous annoncez vous-même, bien oui, vous allez vendre. Est-ce que vous allez vendre le même prix? Moi, je pense que non. Je pense que oui, il y a une commission à payer, il y a une rétribution à payer au courtier, mais je pense que comme vendeur, vous êtes gagnant pour deux raisons. Premièrement, la rétribution, possiblement qu'elle va être englobée dans le prix, dans le prix de la surenchère. Donc, grosso modo, vous ne la payerez pas directement. Ça va être l'acheteur qui va la payer de toute façon en faisant de la surenchère. Puis la deuxième chose, bien, vous allez vous assurer d'avoir des protections. En théorie, vos papiers vont être bien faits. Je dis pourquoi en théorie? Parce que on est des humains et il y a des erreurs des fois qui se passent. Puis on n'est pas à l'abri des erreurs, mais vous êtes à l'abri de subir les conséquences des erreurs de courtier parce que vous avez des protections, on a des assurances, vous êtes protégé par l'OACIQ. L'OACIQ qui protège les acheteurs, les vendeurs contre les fraudes, contre les erreurs, ce qu'on appelle erreur omission des courtiers. Donc, si moi je faisais une erreur, peu importe laquelle, là, au niveau de la paperasse, au niveau de grandeur, plein de possibilités d'erreurs, là. Bon, ben oui, j'ai fait l'erreur, vous pouvez me poursuivre, puis selon vous, ça vaut 80 000 $ l'erreur que j'ai faite, puis ça se peut que j'aie fait une erreur. Bon, ben on est assuré pour ça, donc je ne peux pas me défiler, je ne peux pas cacher, vous allez être dédommagé si vous y avez droit, s'il y a un jugement qui sort que je suis coupable, ben vous allez être payé, que je sois bon financièrement, que je me sauve, que je fasse faillite, ou peu importe, l'assureur est toujours là pour ces problèmes-là. Donc, on est assuré à ce niveau-là, au niveau acheteur-vendeur, s'il y a erreur ou omission de notre part. Ce que vous n'avez pas si vous vous annoncez vous-même. Puis quand je dis vous annoncez vous-même, ben Duproprio, c'est un site d'annonce de maison à vendre directement par le propriétaire. Ça s'appelle vous-même. Donc, vous n'avez aucune protection au niveau de Duproprio. C'est la même chose que si vous achetiez votre pancarte dans une quincaillerie et que vous la mettiez sur le coin de la rue. Les gens cognent à la porte, veulent visiter, ben c'est la même chose. La seule chose que Duproprio a, c'est qu'ils ont un site Internet qui est consulté, que les gens font référence pour des maisons justement vendues par le propriétaire. Fait qu'ils en profitent, ils vont appeler, ils vont visiter, puis ils vont vous jaser, ils vont vous chanter une belle chanson. Ils vont négocier parce que là-dedans, il y a beaucoup de gens qui c'est des fins négociateurs puis qui sont là justement parce qu'ils savent que s'ils passent par un courtier, il y a comme un... comment je dirais bien ça? Il y a quelqu'un entre les deux qui va tempérer la négociation, qui va dire ça a de l'allure, ça n'a pas d'allure, qui va donner son opinion, qui va montrer des faits, qui va sortir des comparables. Tandis que quand vous négociez avec quelqu'un directement, ben si la personne, je dis le gars, mais c'est autant la fille, si la personne est bonne négociatrice, ben ça se peut que vous perdiez de l'argent. Et au final, ils vont vous négocier d'au moins la commission, la rétribution que vous auriez dû payer au courtier. Fait que vous perdez cet argent-là parce que vous allez finalement dire « oui, c'est correct. De toute façon, on aurait vendu ce prix-là, on aurait payé la commission courtier, fait qu'on aurait eu ça dans nos poches. On va le laisser aller pareil. »
qui a profité de cette négociation-là? C'est l'acheteur, tout simplement. Alors que le vendeur devrait tenter par tous les moyens possibles d'avoir le plus haut possible pour sa propriété. Je vous dirais que la majorité des vendeurs, c'est ce qu'ils veulent, mais souvent, quand ils s'annoncent eux-mêmes, ils passent à côté de plein de possibilités de justement d'avoir de la surenchère, d'avoir plusieurs acheteurs en même temps pour leur propriété. Et c'est pas à cause des courtiers, c'est à cause des acheteurs qui sont disponibles. Donc, les acheteurs grattent le marché, appellent des courtiers, donnent leur nom, leur numéro de téléphone. Hey, si tu trouves une maison dans tel secteur, dans tel prix, 2 chambres, donnent leurs critères de recherche, c'est là qu'on va travailler et on trouve des maisons. Fait que le marché, il est là, il est avec les courtiers comme vendeur. C'est certain que comme vendeur, la majeure partie du marché, elle est là. Et ce qu'on n'a pas comme statistique non plus, quand vous vendez par vous-même, c'est combien de ces maisons-là, vendues par eux-mêmes, y compris du proprio, sont vendues par un courtier. Ça, c'est plate de ne pas avoir cette option-là de statistique. On ne la voit pas nulle part. À un moment donné, elle va sortir parce que je sais que nous, on entre l'information quand il y a une vente, là, on entre l'information dans le système qui est Interagence, là, le système centriste. Là. Donc, ils ont l'information de chaque propriété qui est vendue, qui est entrée vendue. Ils ont l'information de où elle part, cette propriété-là. Donc, si elle part du site du proprio, ils le savent et à un moment donné, ils vont sortir cette statistique-là. Et on va être en mesure de démontrer que ce qui est vendu, annoncé par le propriétaire directement, la proportion qui est vendue par un courtier, moi, je vous dirais qu'elle est très élevée parce qu'on en voit énormément avec les contrats d'achat maintenant, les contrats de courtage achat qu'on appelle. Donc, comme acheteur, vous signez un contrat de courtage avec un courtier qui va vous trouver votre propriété. Vous le mandatez pour ça, vous lui demandez de vous trouver une propriété entre tel prix et tel prix, dans tel secteur, tout ça, le contrat se signe et le courtier va vous offrir des propriétés, peu importe où elle est affichée. Donc, s'il passe sur le coin de la rue, il y a une petite pancarte sur le coin de la rue, il peut débarquer, aller voir le vendeur de la maison et demander les informations et vous proposer de visiter cette maison-là, vous proposer d'acheter cette maison-là par son intermédiaire. Et le vendeur n'a rien à dire là-dedans, c'est vraiment entre l'acheteur et le courtier que ça se passe. Le vendeur, lui, tout ce qu'il fait, dans le fond, c'est qu'il offre sa maison en vente, il rouvre la porte, puis le courtier va faire sa job de l'autre bord. Ça met en confiance, je pense, l'acheteur, parce que l'acheteur est bien conseillé et bien informé de tout ce qui devrait être informé, mais également, il va être protégé au niveau assurance, erreur, omission, s'il arrivait quelque chose. Et dépendant à quelle bannière, à quel bureau on est rattaché, il y a des protections qui s'ajoutent là-dedans. Chez nous, on a des protections qui s'appellent intégrité et tranquillité, qui peuvent être très, très, très attrayantes pour l'acheteur et le vendeur également, parce que ça protège à d'autres niveaux. Ça protège, on a intégrité qui protège au niveau des vices cachés, justement. Donc, vous pourriez acheter une propriété qui a des vices cachés et vous ne savez pas trop quoi faire avec ça. Vous devez consulter un avocat, vous devez payer pour consulter. Avec les programmes qu'on offre, il y a possibilité d'avoir toute cette information-là et les recours en justice, tout ça se passe par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurance. Donc, c'est un assureur qui a assuré la propriété que vous avez achetée ou que vous avez vendue, peu importe. Bon, ils viennent protéger ces gens-là pour jusqu'à 40 000 $. Il y a une franchise de 5 000 $. Donc, la personne est responsable du premier 5 000 $, mais le 35 000 $ suivant, c'est l'assureur qui va le prendre en charge et qui va prendre en charge la cause également. Donc, il va aller débattre de la possibilité de gagner ou de perdre. Oui, il y a un juge qui va se prononcer au final, si les gens n'ont pas réussi à s'entendre, parce que c'est sûr que les gens qui sont en arrière de ça vont tenter les rencontres pour essayer de calmer tout le monde puis d'arrêter de dépenser des frais en avocat, tout simplement, pour s'entêter. On va plutôt tenter de rapprocher tout le monde puis d'arriver à un règlement s'il y a quoi que ce soit. Mais en même temps, si c'est clair que l'acheteur n'avait pas de recours, exemple, ils vont tout simplement dire il n'y a pas de recours, ça finit là, ça s'arrête là. Allez en cours, puis c'est tout, on va y aller. Puis là, ils vont aller vous représenter comme vendeur, autrement dit, ils vont aller vous représenter en cours.
puis ils vont travailler le dossier. Puis s'ils y vont, ben, c'est probablement parce qu'ils ont assez de preuves que c'est assez béton. Mais c'est un juge qui va devoir trancher de toute façon à ce niveau-là. Mais vous n'aurez pas à subir premièrement, les frais que ça coûte de s'en aller en cours si vous êtes protégé. Puis le stress de monter le dossier, bien, ça va être fait par la compagnie d'assurance. Tout va se gérer par la compagnie d'assurance. Je pense que ça vaut la peine d'avoir ces protections-là. Je pense que ça vaut la peine, oui, de payer un courtier. C'est des gros montants si c'est une propriété qui a une bonne valeur, mais en même temps, ça va vite dans le marché. Ça va vite au niveau des offres multiples. Ça veut dire qu'il y a plusieurs acheteurs qui se présentent pour acheter votre propriété. Et faites-vous-en pas, comme je vous dis, la rétribution, la commission, au final, là, selon moi, vous allez dire que je suis biaisé parce que je suis courtier, mais c'est par l'expérience aussi. Au final, la commission, elle est pas grand-chose quand on finit par réaliser la vente. Puis ça vaut la peine d'avoir les protections que ça donne également. Les petits conseils, les petits, tu sais, être assuré, peu importe. Aujourd'hui, moi, je suis le 26 décembre. Là. Je suis en train de faire une petite capsule parce que ça me tentait. Mais on répond au téléphone aussi, là. Les gens qui nous appellent, qui ont des incertitudes, qui veulent avoir des informations sur une propriété à vendre, ils ont acheté une maison le 23 décembre, puis là, ils sont pas capables de rejoindre le vendeur, ils nous appellent. Ils ont acheté avec une pancarte verte, là, puis ils nous appellent pour avoir l'information. Moi, je lui réponds, là, même si on est le 26 décembre, même si c'est pas moi qui est l'intermédiaire, je vais donner l'information, je vais les aider si je peux les aider. Puis, à partir de là, ils prennent la décision qu'ils vont vouloir prendre après. Mais on est toujours disponible et c'est sûr que oui, il y a des frais de rattacher quand on vend une propriété avec un courtier, mais personnellement, pour en avoir eu dans la famille, mon père, ma mère, qui voulaient mettre des maisons à vendre, ben, on finissait toujours par un courtier. C'était clair dans leur tête aussi qu'ils ne voulaient pas avoir le problème, premièrement, de gérer les clients, mais aussi le problème légal de la paperasse, de tout ce que ça implique, d'avoir une sécurité. Ben, il y avait toujours un courtier dans le dossier quand ils faisaient une transaction. Et ils en ont fait plusieurs dans leur vie. Là. Je vous dirais qu'ils ont passé, je pense, il me semble que c'est une vingtaine de propriétés, si je me souviens bien, là, que mon père a changé d'adresse là, depuis un bout. Donc, je voulais vous dire que le marché, il est bon, oui. Le marché, il est le temps de mettre en vente des maisons. Et n'ayez pas peur de mettre en vente des maisons pour une prise de possession plus tard non plus. J'ai présentement une propriété en vente là, qu'on a prise cette semaine. Puis, la prise de possession, la madame, elle a choisi un condo ou un appartement, je ne me souviens pas. Et ça va être prêt au mois d'octobre 2022. Et elle a mis en vente, tout de suite, sa propriété, avec une prise de possession, au mois de novembre 2022, parce qu'elle veut se garder un mois pour son déménagement, tout ça. Fait que les gens qui visitent, les gens qui sont intéressés à la propriété, ben, ils savent qu'ils ne peuvent pas rentrer dans cette maison-là avant novembre 2022. Fait que ça vient donner l'exemple, justement, que les gens cherchent présentement, parce qu'on a des demandes, là, on a des gens qui sont intéressés sur cette propriété-là, là, et les gens cherchent présentement pour l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de maison disponible présentement sur le marché. C'est difficile de trouver. Fait que ces maisons-là deviennent un peu... c'est sûr qu'ils ont des contraintes parce que l'acheteur qui veut rentrer dedans au mois de juin prochain, il ne peut pas. Fait que c'est sûr que ces gens-là ne sont pas là pour acheter cette propriété-là qui va être disponible juste en novembre prochain. Fait que ça élimine un certain bassin d'acheteurs. Par contre, les acheteurs qui, justement, peuvent s'ajuster avec cette prise de possession-là, ben, ils trouvent de bonnes affaires. Là. J'ai un autre condo, là, justement, cette semaine. C'est hier, le 24. Le 24, on a eu une promesse d'achat qui a été acceptée sur un condo qu'on a en vente. Puis, justement, la personne qui est acheteur achète avec une date de prise de possession au mois de septembre 2022. Donc, l'année prochaine, pas au mois de mai, juin, comme souvent on a l'habitude de voir, mais plutôt en septembre. Fait que ça change beaucoup. Le marché change à cause justement de la rareté. Bien, ça fait que les gens sont peut-être plus prêts à négocier certaines choses
qui n'auraient pas été prêts auparavant à négocier avec les vendeurs. Puis, ma madame, elle, ça va la rassurer de vendre sa propriété déjà tout de suite pour quitter en novembre. Elle va savoir combien elle a dans ses poches, elle va savoir toute l'information qu'elle a besoin pour s'en aller. Elle va l'avoir tout de suite, fait que ce stress-là va tomber. Son mari est décédé il y a peut-être 3 semaines, je pense. Donc, elle est justement, elle est stressée. Puis c'est normal d'être stressée, là, en plus de la situation. La maison, ils avaient décidé, même avant qu'il décède, avant qu'il soit malade, ils avaient décidé de faire le choix de mettre à vendre puis de s'en aller là-bas. En 2022, c'était déjà signé avant que le monsieur décède et tout ça. Fait que c'est sûr qu'elle continue dans cette optique-là parce qu'ils l'ont choisi, elle l'avait choisi le condo ou l'appartement là, spécifiquement pour ses besoins. Fait que elle n'a pas changé d'idée. Au contraire, je pense que ça l'a mis justement en lueur ce qu'elle voulait exactement. Puis c'est pour ça qu'elle l'a mis en vente tout de suite. Fait qu'on va sûrement la vendre, je vous dirais, dans les prochaines semaines, assez rapidement quand même si la prise de possession n'est pas une date parfaite pour monsieur tout le monde. Mais en réalité, il y a un marché pour ça aussi. La preuve, c'est qu'on en a un avant-hier qui sort avec une prise de possession au mois de septembre. Puis le vendeur était prêt n'importe quand à faire la prise de possession. Mais c'est l'acheteur qui demande de passer chez le notaire, autrement dit, au mois de septembre prochain. Fait que c'est lui-même qui fait la demande. On voit que le marché change, on voit que les situations changent également. Puis je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde dans le marché. Mais encore là, comme je dis, reste à voir qu'est-ce que ça va faire au niveau quand la COVID va ralentir, puis que les gens vont s'habituer à ce virus-là, puis qu'ils vont devoir passer en mode on déménage, on va à la maison, les personnes âgées qui vont s'en aller en résidence ou en CHSLD. Ce marché-là, on verra ce que ça va donner, mais je pense bien que ça va s'étaler, puis ça ne paraîtra pas beaucoup. Ça va remettre les pendules à l'heure, mais le marché ne tombera pas, puis les maisons ne tomberont pas. Ça, c'est mon opinion là, avec ce que j'ai, mais je ne pense pas qu'on devrait avoir peur de ça. Il faudrait que le taux d'intérêt monte énormément. Et encore là, je ne crois pas à ça parce que ça causerait tellement de problèmes que c'est quasi impossible que ça se rende là. Mais c'est pas... je dis pas qu'il ne montera pas, comme j'ai dit. Là. Il va sûrement monter un peu, mais ça ne se rendra pas à 8 puis 10 %. Là. Loin de là que je pense, mais c'est mon opinion. Donc, je voulais vous faire un petit podcast aujourd'hui, un petit podcast audio, justement, à côté de ça. Puis si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, des sujets que vous aimeriez que je traite, là, gênez-vous pas, vous me le faites savoir, vous pouvez m'écrire, m'appeler, peu importe, là, je suis très facile à rejoindre de toute façon. Le 418-948-7000, le 418-948-7000 au téléphone. mariolabrec.com, c'est une autre façon pour me rejoindre assez facilement. Donc, c'est facile, pas compliqué, ça fait pas mal. Et on va être en mesure de bien vous répondre également. Puis, c'est pas juste de bien vous répondre. C'est des fois, juste placoter, là. Moi, je suis ouvert à ça. Il y en a qui vont dire hey, voyons donc, ça n'a pas de sens. Il est trop fin. Non, moi, j'aime ça. Je suis quelqu'un qui passe du temps énormément avec ses clients. Des fois même, on finit par arrêter de placoter. On dit bon, votre maison, on va revenir à votre maison. Ça m'arrive souvent, ça. Fait que je suis là pour ça, j'aime ça, puis c'est ce qui fait que je vous parle également aujourd'hui en podcast. C'est parce que j'aime ça, placoter de cette façon-là, puis j'aimerais ça échanger, justement. Fait que j'attends vos commentaires, j'attends vos appels. On pourrait faire des lives avec ça, on pourrait aller loin parce que les possibilités sont énormes. Il s'agit de s'ajuster puis de faire les choses comme il faut. Donc, merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes, encore une fois. Un joyeux Noël. Possiblement qu'on va se reparler d'ici la fin de l'année, de toute façon. Sinon, on se revoit en 2022, de toute façon, pour la suite. Merci et bonne journée. Une propriété vous fait de l'œil? Mario Labrec et son équipe s'occupent de vous, peu importe la bannière qui l'annonce. Soyez représenté par un courtier qui a à cœur vos besoins et votre protection. Depuis 20 ans, la clé du succès, c'est Mario Labrec, courtier immobilier, Remax Accès et son équipe. mariolabrec.com